Donc, quelles sont les méthodes, les processus et méthodes développés et utilisés par l'homme pour explorer, comprendre et expliquer le monde qui l'entoure? Donc, dans mon domaine de compétences, la biologie, je pense qu'en fait, on a pris une certaine distance par rapport aux nombreuses polémiques que les philosophes ont entretenues vis-à-vis de l'efficacité des différentes méthodes. Et je pense qu'on peut parler d'une approche pragmatique du problème. Donc, pendant la première moitié du XXe siècle, il y a eu beaucoup de polémiques entre les philosophes concernant, par exemple, la valeur d'approches dites inductives ou déductives. Donc une approche inductive, on va essayer de parler, de partir de faits, d'observations qui en principe sont irréprochables, qui sont produites par simple observation en nature ou bien par des résultats d'expérience. Et à partir de ces faits, on va essayer de construire des théories avec des outils logiques. La déduction, c'est l'approche inverse. On va partir de réflexions mathématiques ou d'expériences de pensée, par exemple, comme Albert Einstein. Et sur cette base-là, on va produire une théorie et ensuite on va tester les capacités prédictives de cette théorie. Donc ça, c'est la déduction. Deux autres approches qui ont été souvent mises en opposition par les philosophes, c'est l'approche dite réductionniste et l'approche systémique. Donc l'approche réductionniste, on parle souvent de l'approche de Descartes, c'est l'idée qu'on peut comprendre un système complexe en analysant ses différentes parties de manière séparée. C'est par exemple la méthode de prédilection en ce qu'on appelle la biologie cellulaire ou la biologie moléculaire. On va prendre les cellules d'un organe, les mettre in vitro et les analyser de manière très fine. A l'inverse, l'approche systémique, elle postule qu'on ne peut pas comprendre toutes les propriétés d'un système si on ne l'analyse pas de manière globale. Et donc, que ce soit l'induction, déduction ou l'approche réductionniste, l'approche systémique, il y a énormément de polémiques concernant l'emploi de ces différentes méthodes et de tentatives de hiérarchiser leur efficacité. En biologie, en fait, je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une vision pragmatique où on utilise toutes ces approches sans essayer de les hiérarchiser. Donc on va utiliser des approches in vitro, on va étudier des cellules en culture, on va également utiliser des modèles animaux, on va aussi utiliser des approches de terrain où on va collecter des données en nature, sur l'humain, par exemple via des études cliniques ou des essais cliniques. On va aussi utiliser des approches mathématiques avec des modèles mathématiques qui vont permettre de prédire une série de comportements. On va même aller jusqu'à modifier les animaux, par exemple en expérimentation animale. On va les modifier génétiquement pour nous aider à détecter mieux certains types de phénomènes. Donc toutes ces approches sont utilisées et par contre, elles vont être unies par une même volonté de systématiquement confronter les résultats obtenus par ces approches avec le réel. Et donc, je ne sais pas si on peut vraiment appliquer cette méthode-là dans tous les cas, mais une méthode qui fait assez consensus, c'est de partir d'observations d'un phénomène naturel, donc des observations réalisées en nature. Sur base de ces observations, on va généralement produire des hypothèses mécanistiques qui vont expliquer la chaîne causale des éléments. Donc on va disposer de plusieurs hypothèses. On va construire un modèle expérimental, modèle qui ne va pas être une image de la réalité, mais qui va principalement avoir pour but d'essayer de comparer l'efficacité des différentes hypothèses. Le but du modèle est surtout de réfuter des hypothèses. Et donc sur base des résultats du modèle expérimental, on va sélectionner des hypothèses explicatives qui vont nous permettre de faire des prédictions par rapport à ce qui se passe en nature, et on va repartir sur cette étude en nature pour essayer de valider les hypothèses. Et donc là, on a un cycle, en fait, où on a une coopération entre différentes approches, des observations en nature, des études en laboratoire sur des modèles expérimentaux, ou l'usage de modèles in vitro ou in silico, mais avec systématiquement la volonté, je dirais, de faire interagir, faire
synergiser ces différentes approches et de classer, de hiérarchiser les résultats par rapport à la capacité prédictive des théories. Ça, je pense que c'est le principal élément qui est fédérateur en biologie à l'heure actuelle. Un autre point qui est important à souligner, et je pense que c'est peut-être une des ruptures les plus importantes par rapport aux pionniers de la connaissance, comme Newton, Descartes, Leibniz et autres, c'est le fait qu'aujourd'hui, principalement depuis la deuxième moitié du XXe siècle, on est vraiment passé dans une production de la connaissance qui est collective. Donc on n'est plus dans un processus où ce sont des individus qui travaillent seuls dans leur coin et qui très ponctuellement vont communiquer par rapport à leurs résultats via des livres. On est dans un processus où on a une grande communauté scientifique qui communique presque en temps réel les résultats de ces expériences et qui dispose de normes à la fois pour communiquer et pour analyser ces résultats. Donc on parle de scepticisme organisé dans les normes de Merton. Donc c'est l'idée que avant de publier, les travaux scientifiques vont systématiquement être critiqués par des experts anonymes, des experts compétents dans le domaine en question. Et après publication, on a toujours une possibilité de critiquer les travaux. Et donc, on a une norme qui s'est véritablement imposée en science, qui est celle que la critique n'est pas, en principe, une critique destructrice, n'est pas une critique qui doit être prise comme une attaque, mais qui est prise comme une critique qui va permettre de construire progressivement un savoir en le soumettant, je dirais, à la critique de la communauté scientifique en tant que telle. Et donc on est vraiment passé d'une construction du savoir très dépendante des traits de génie des individus à une production du savoir qui est dépendant d'un travail collectif et surtout des normes qui régissent ce travail collectif.